je l'invite à rejoindre la table pour le débat qui va maintenant s'engager et pour lequel j'invite plusieurs personnes à nous rejoindre. Monsieur Vincent Strubel, qui est le sous-directeur expertise de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc tout ce qui est cybersécurité, je vous en prie. Merci d'être parmi nous. Quelqu'un que vous connaissez certainement, qui s'appelle Patrick Constant, qui est dans la salle, puisque je l'ai vu tout à l'heure. Alors lui, c'est un grand expert en intelligence artificielle. Il est le fondateur de Quant, qui est un peu notre Google à nous, français, et puis qui est aussi le président-directeur général de Pertim. Il va nous dire tout à l'heure ce qu'il en est. Maître Mathieu Davy, qui est ici et qui est avocat au barreau de Paris, donc cofondateur d'une plateforme, pour le coup, Call a Lawyer, pardon, excusez-moi, et donc qui prend place à côté de nous. J'appelle également Philippe Arron, qui est l'ancien président de l'Ordre des experts comptables et qui est chargé d'une mission de la numérisation des TPE, précisément. Je vous en prie. Attendez, prenez... Ouais, voilà. Et puis Monsieur Serge Garrigou, qui est président de la commission numérique de l'UNAPL. Voilà, alors on va respecter les mêmes règles du jeu que pour le premier débat. Vous vous souvenez, la parole dans cet hémicycle est libre, elle est souhaitée et souhaitable. Donc si vous avez des questions à poser, eh bien, vous nous posez des questions via SMS. Et j'ai une petite, d'ailleurs, des excuses à vous formuler pour ce matin, parce qu'on a eu quelques problèmes de connexion, précisément, qui nous ont empêchés de reproduire intégralement les questions, d'où peut-être les énervements de certains, et qui nous ont empêchés d'aller plus vite dans, justement, l'affichage des questions. Donc, pardonnez-nous. Voilà. Alors, Monsieur Garrigou, vous êtes à côté de moi. Est-ce que les professions libérales sont suffisamment digitalisé aujourd'hui en France? Alors, je pense qu'on peut faire le constat, effectivement, que les professions libérales sont connectées, digitalisées au point de vue de la pratique de leur exercice. Ce ne sont pas des gens qui ont oublié de monter dans le train, je ne pense pas. Pourtant, c'est ce qu'on dit. Hein. Alors, c'est ce qu'on dit, mais... On arrive dans un deuxième volet d'approche, c'est-à-dire effectivement il y a encore des craintes. C'est-à-dire que d'abord il y a une diversité. On a 3 familles et effectivement, je pense qu'on a fait le constat. On a aussi travaillé ça d'ailleurs ce matin en atelier numérique sur la base d'une enquête qu'on a menée auprès de plus de 2000 professionnels libéraux qui ont bien voulu répondre et dont les résultats vont vous être communiqués dans les jours. Une partie a été développée ce matin. Et où on se rend compte qu'il y a une certaine hétérogénéité dans les professions. C'est-à-dire que les professions techniques du cadre de vie sont connectées et liées à l'informatique depuis longtemps. Les architectes, les ingénieurs, les géomètres experts ont pris ce train-là. Les médecins et les avocats ? Et ensuite, vous avez les 2 autres familles. Effectivement, les avocats sembleraient avoir épousé la cause numérique un petit peu plus sur un secteur dont on reparlera cet après-midi, je pense, qui est un problème, la problématique des professions libérales en matière de numérique, c'est-à-dire l'avènement des plateformes qui posent des problèmes existentiels, on va dire, aux professionnels libéraux et qui posent les limites de l'engouement des professionnels libéraux par rapport au numérique, c'est-à-dire cette problématique des plateformes et du maintien de la relation client, tout simplement patient, et de l'humain à travers des perspectives qu'offriraient les plateformes et les risques qu'elles généreraient. Et effectivement, l'enquête montre que le secteur médical, alors bizarrement, serait un petit peu en retrait. Alors bizarrement, je ne sais pas, mais seuls les médecins pourront le dire. Mais même s'il y a beaucoup d'applications qui existent déjà, mais voilà, une probable plus grande réticence du corps médical, tout au moins au niveau de l'exercice libéral, concernant la connexion à la société numérique. Maître Davy, vous avez créé votre plateforme pour quoi ? Pour faire damer le pion et
contrer ceux qui voulaient s'amuser sur le terrain du droit et qui n'en avaient ni les compétences ni les connaissances? Alors, c'est vrai qu'on part d'une idée d'un peu d'une résistance des legal tech dits d'avocats. Moi, je parle pour la profession avocat. Je connais un peu quelques confrères chez les huissiers et chez les notaires. On a vu des plateformes se mettre en place, vous les connaissez, Rocket Lawyer, Captain Contrat, venir puissamment et notamment avec des fonds sur le marché qui est le nôtre, traditionnellement parlant. Et on a voulu entrer un peu en résistance amicale et concurrentielle, mais se dire, on est des avocats, on est tous entrepreneurs, on est capable nous-mêmes de créer nos propres solutions, évidemment en s'associant avec des professionnels du développement, de la communication digitale, mais on est sur notre terrain et on a cette fibre entrepreneuriale, donc on a décidé depuis quelques mois... Comment ça fonctionne? Vous mettez en relation un demandeur avec un expert sur un sujet particulier? Nous, c'est très simple. Call a Lawyer, c'est une application de mise en relation avocat-client. 20 minutes, 20 euros. C'est un circuit court pour reconquérir des gens qui ne viennent plus nous voir avec un tarif attractif. Mais de l'autre côté, il n'y a que des avocats qu'on recrute. On a à peu près 300 aujourd'hui dans toute la France. Et surtout, chaque avocat preste avec son taux horaire, sa spécialité et sa déontologie. Et nous, on travaille avec l'ordre, on travaille avec les institutions pour donner ce côté éthique et déontologique. C'est le principe de nos plateformes d'avocats. J'imagine qu'il y a des plateformes concurrentes et qui sont des plateformes qui n'ont pas le label qualité que vous avez. Comment vous faites pour... Comment ça se passe dans votre profession quand il y en a des petits malins qui essayent de marcher sur votre terrain? Écoutez, à côté de ça, moi j'ai créé Avotech, qui est le club des avocats créateurs de Legal Tech depuis quelques mois. On est maintenant une vingtaine. On interpelle nos ordres et on a émis cette idée du label éthique, qui serait d'abord une protection pour notre profession, pour que les professionnels qui viennent chez nous, consulter chez nous, le sachent, et aussi pour le justiciable, pour être un peu un warning, qui est que si vous allez sur nos plateformes, vous savez que derrière, il y a des véritables avocats, dès lors qu'on est en consultation juridique, que s'il y a des documents en ligne, ils ont été validés par des experts avocats, qu'on respecte le professionnel avocat. Nous, par exemple, on refuse la notation, parce qu'on estime que c'est pas déontologique. D'ailleurs, c'est conforme à la jurisprudence de l'Ordre des avocats de Paris, alors que la Cour de cassation le permet, mais elle le permet pour les plateformes tiers, pas pour les plateformes d'avocats. Nous, on estime qu'on n'a pas à le faire. Et on a plein d'autres exemples qu'on pourrait vous dire sur ce sujet-là. Monsieur Araou, chez les experts comptables, quelle est la situation? Alors, moi, je ne veux pas être négatif, mais je suis très optimiste face à tout ce qui arrive. Mais je dois dire que quand même, il faut être très prudent et se poser les bonnes questions. Nous avons l'impression d'être déjà dans le numérique, et d'être des acteurs du numérique, et d'avoir fait ce qu'il fallait. Mais je crains, et je le dis avec un peu de malice, mais je crains que nous n'ayons encore rien vu de ce qui arrive. Nous avons un spécialiste de l'intelligence artificielle qui va nous expliquer ce qui est en train de se préparer dans les tuyaux. La relation entre les acteurs économiques est complètement bouleversée, mais je crains que ce soit surtout le concept même de profession libérale qui soit remis en cause par ce qui est en train d'arriver. Pourquoi ? Parce que la définition de la profession libérale telle qu'elle a été voulue, en tout cas dans ce pays, a été écrite par le législateur pour apporter de la sécurité. Or, ce qui est en train de se passer, c'est que la sécurité, aujourd'hui, peut être envisagée, en tout cas par certains, pas par nous, professionnels, bien sûr, mais par certains, comme peut-être envisagée avec d'autres moyens, avec la technologie qui va amener une certification d'une autre nature. Et ce que nous pouvons avoir à craindre, c'est que le consommateur, le client, lui, soit attiré par ces formules-là. Le concept de profession libérale qui repose sur un savoir, le fruit de longues études qui est validé par un diplôme. Alors en France, c'est un diplôme d'État. Ensuite, l'inscription à un ordre avec un encadrement. Et donc toutes ces conditions qui amènent de la sécurité sur le marché, eh bien, elles sont balayées parce que le savoir, aujourd'hui, il peut être obtenu autrement. Et voilà où est le risque. Donc moi, j'aime beaucoup votre dernière question. Le numérique ne risque-t-il pas de mettre à bas les valeurs qui font des professions libérales? Donc c'est vraiment sur le thème des valeurs que nous devons continuer à nous positionner, savoir et convaincre les décideurs, si encore il y en a sur cette terre, face aux robots, de l'utilité de cette fonction de sécurité et de la valeur par rapport à une relation humaine.
Alors, par contre, nous n'allons pas arrêter le progrès. Nous sommes des agents de ce progrès. À nous de nous accaparer les évolutions technologiques et les bons outils d'aujourd'hui pour conserver ce rôle de profession libérale et de sécurité. Donc, nous devons savoir les utiliser. Mais ce qui est certain, c'est que nous devons nous remettre fondamentalement en cause dans notre façon de travailler, dans notre production, entre guillemets. Ce terme n'est pas très honorifique pour des professions libérales, mais dans notre façon de produire et d'organiser notre prestation, parce que le numérique est là, il faut faire avec. On ne parle pas du futur, on parle d'aujourd'hui. Nous y sommes déjà. Patrick Constant, précisément, alors, professions libérales sont menacées? Je pense que je pense que si elles sont trop éloignées du numérique, je pense qu'elles vont rater beaucoup de choses, effectivement. Donc il faut rester très proche du numérique, il faut être très proche des nouvelles technologies. Moi, je dirais juste une chose rapide ici pour vous dire un petit peu où on en est au niveau numérique. Ça fait déjà 2-3 ans que les Américains parlent beaucoup de tout ce qu'on appelle agents intelligents, virtual agent, chatbots, tous ces termes-là que vous connaissez peut-être un petit peu, mais qui sont en train de devenir la prochaine révolution. La prochaine révolution, c'est vous allez avoir des centaines de milliers d'agents qui vont vous aider ou pas vous aider, ça dépend comment ça va marcher, qui vont pouvoir communiquer avec les clients, vos clients. Ce que j'espère, moi, c'est que ces agents, ce seront des assistants intelligents plutôt que des agents qui font à peu près ce qu'ils veulent. Pour ça, vous avez des risques qui sont assez forts sur certaines plateformes. Des grosses plateformes comme par exemple Google, Facebook, Amazon, qui vous proposent des choses comme Alexa, toutes les boîtes de communication qui vont être votre assistant personnel pour toute votre vie. Donc c'est des assistants qui vont vous aider sur ce que vous achetez, qui vous aident sur à quelle heure vous allez travailler, qu'est-ce que vous allez décider, quand est-ce que vous allez prendre de l'essence, etc. Donc ces agents existent déjà, ils sont déjà présents, et ils vous assistent sur l'ensemble de toute votre vie. Et ça s'appelle l'intelligence artificielle faible. Oui, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, c'est l'intelligence artificielle qui sera capable de passer le test de Turing. De faire à notre place, quoi. Ouais. Passer le test de Turing, vous connaissez peut-être pas le test de Turing, mais c'est un point important parce que le test de Turing, c'est un test qui est passé par une intelligence artificielle face à des humains et ces humains ne sont pas capables de dire si c'est une machine ou un être humain. Donc ils vont dire c'est une machine ou c'est un être humain. C'est ça le test de Turing. C'est ce qui va démontrer ou pas que cette intelligence artificielle est capable d'effectivement de pas nous remplacer, mais en tout cas de Quel horizon ? Il y a déjà des systèmes qui ont passé le test de Turing aujourd'hui. Donc, alors, sur des petits exemples, etc., mais il y a déjà des systèmes qui ont fait ça. Donc l'horizon peut être beaucoup plus rapide qu'on ne le pense. Je pense qu'à 10 ans, il y aura des assistants intelligents à peu près partout dans le monde numérique et certainement qui vont progressivement aller dans le monde physique à travers des robots physiques. Donc il faut vraiment être conscient de ça. Il y a des enjeux très très forts, en particulier... Michel Chasson, il a très peur. Hein. Alors, moi, ce que je veux quand même dire, parce que je suis... La présidence de l'UNIAPEL ne pourra jamais être remplacée par un robot. Il faut le lui dire. C'est un challenge. Moi, j'aime bien construire des choses. J'aime bien construire des agents intelligents. J'ai construit des moteurs de recherche. J'ai construit le moteur de recherche de Page Jaune, Quant, qui est un moteur de recherche concurrent de Google. Je pense qu'il faut le dire. Il faut dire que c'est des moteurs de recherche. On peut faire des choses face aux Américains, la preuve. Quant, c'est une société qui fait 130 personnes maintenant, qui devient rentable à la fin de l'année 2018 de cette année. Donc ça marche, ça peut marcher et on peut faire plein de choses. Monsieur Strubel, on va répondre à la première question. La connexion numérique et secret professionnel. Ça, c'est votre partie, ça. Oui, alors, secret professionnel n'est qu'une partie de la question, je pense. De la cybersécurité. De la cybersécurité au sens large. Alors, sachant que je vais forcément avoir un discours un peu anxiogène, vous parliez des pessimistes et des optimistes, moi je suis payé pour être parmi les pessimistes. Il y a beaucoup de médecins dans la salle. Donc, le problème de la sécurité numérique... Plus vous serez inquiet, plus on sera optimiste. C'est ça, on se complète. La question qu'il faut se poser de manière générale, c'est celle de l'adhérence. Vous parliez de complémentarité tout à l'heure. Je pense qu'il y a complémentarité implique une forme de dépendance, la dépendance de tous nos métiers au numérique et des risques que ça implique. Et je prends des précautions de langage parce que mon discours est forcément assez anxiogène. Ceci étant, il ne faut surtout pas opposer sécurité et progrès.
Dans notre vision, la sécurité, elle est consubstantielle du progrès et vice-versa. Enfin, l'un n'ira pas sans l'autre. Maintenant, la question des risques, elle est de plusieurs natures. La question qui est posée là, elle oriente un peu les choses sur le secret professionnel, le vol des données, etc., qui est une composante. Ils sont premiers chefs concernés. concernés. Ils sont aux premiers chefs concernés. Mais j'aurais envie de dire qu'ils sont aux premiers chefs, l'Assemblée ici présente, et aux premiers chefs concernés par d'autres types d'attaques. Le premier type d'attaque qu'on constate aujourd'hui, c'est évidemment le vol de données en fait partie, mais il y a également du sabotage. Alors, sabotage ciblé ou pas ciblé. On a vu un certain nombre de choses au printemps dernier, notamment avec deux vagues d'attaques qui ont fait un peu parler d'elles, qui s'appelaient WannaCry et NotPetya, qui étaient ce qu'on appelle des rançongiciels. Alors, officiellement des rançongiciels, donc des logiciels qui prennent en otage des données, demandent une rançon et sinon détruisent les infrastructures informatiques. Rançongiciels qui ont touché énormément d'activités très diverses. Et donc là se pose la question de notre dépendance à l'outil numérique quand celui-ci est menacé et susceptible d'être détruit par quelqu'un. On a aussi des cas de sabotage ciblé. Il n'est pas certain d'ailleurs que NotPetya et WannaCry n'aient pas été à l'origine quelque chose de ce genre-là. C'était peut-être des faux rançongiciels, la question est posée. Mais même des choses ciblées ont tendance à déborder. C'est-à-dire que vous prenez un cas bien connu qui est celui de Saint-Gobain qui a été très affecté par la dernière attaque NotPetya. Ils étaient à l'évidence pas ciblés. Ils ont eu la malchance d'avoir une patte en Ukraine d'où tout ça est parti. Et au final, ils ont eu leur outil informatique à plat pendant plusieurs semaines, avec un coût qui a été annoncé maintenant d'une perte sèche de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires et un coût de 80 millions d'euros. Alors bon, pour Saint-Gobain, Saint-Gobain peut absorber ce genre de choses, mais ça donne quand même une idée de l'ampleur de ce genre de choses. C'est encore plus préoccupant, j'ai envie de dire, pour une PME, un professionnel libéral, quand on est le patron de Saint-Gobain. Il y a deux choses qui aident à relativiser les choses. La première, c'est que 250 millions, on peut se permettre de perdre 250 millions de chiffre d'affaires, on s'en relèvera. Deuxièmement, on n'est pas tout seul, donc quand on est le patron, on peut trouver quelqu'un et le convaincre que c'est devenu son problème et puis le laisser gérer, dans une certaine mesure. Quand on est un professionnel libéral, un patron de PME, on est très très seul face à ce genre de choses. Donc il y a une vraie question à se poser de préparation. Là encore, je suis là pour être un peu pessimiste et pour inciter chacun d'entre vous à envisager le pire à un moment. Se dire, qu'est-ce qui m'arrive si demain mon informatique est à plat, ou qu'est-ce qui m'arrive si l'autre chose qui risque de se produire, toutes mes données sont volées et utilisées par quelqu'un à des fins néfastes. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de mesures de prévention sur lesquelles je m'étendrai, pas forcément immédiatement, mais voilà, la première question à se poser, c'est quelle est ma dépendance ? Quel est le risque auquel je m'expose ? On va revenir vers vous, mais Emmanuel Le Chypre, un commentaire. Parce qu'il y a 2-3 questions là que j'ai vu passer, auxquelles je voudrais répondre. Faut en laisser pour les autres aussi. Parce que, mais c'est la même réponse en fait. Non, parce que je comprends bien vos interrogations. Finalement, à quoi vous allez servir demain ? Et effectivement, quand on prolonge les tendances, on se dit, est-ce que vous serez encore indispensable pour votre technique ? Vu ce qu'on voit, par exemple, en médecine, on a parlé du robot tout à l'heure, on a parlé, il y a plein d'exemples sur des machines qui sont capables de faire des diagnostics beaucoup plus rapides que les hommes ou d'opérer aussi bien que les hommes. Même chose sur l'expertise des professions libérales. On voit que bientôt, vous pourrez remplacer les jeunes avocats par des machines, etc. Est-ce que votre valeur ajoutée, ce sera la sécurité ? Si demain, on a la blockchain qui permet finalement de supprimer, entre guillemets, ou de se passer de tous les tiers de confiance habituels pour sécuriser des opérations et des transactions, pas tant que ça. Et donc, je voudrais revenir quand même sur cette chose qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est la notion, encore une fois, d'humanité, de rapport humain. Et les deux questions que j'ai vu passer tout à l'heure, c'était est-ce que la consultation à distance, par exemple, va nuire à la qualité du rapport humain ? Mais de quoi parle-t-on ? Elle est où la relation humaine dans une consultation aujourd'hui ? Quand vous arrivez chez un médecin, que vous passez un quart d'heure à vous déshabiller, à faire pour prendre le pouls, à faire respirer fort, machin et tout, vous rhabillez, vous déshabillez, à la fin vous passez 5 minutes devant votre médecin pour vous dire ça, il vous donne l'ordonnance, vous payez, vous partez. Elle est où la relation humaine ? Donc moi je préfère avoir des machines qui vont tout mesurer très rapidement. Peut-être que vous arriverez chez le médecin, il aura tout déjà sur vous, et que vous ayez un échange à distance avec un vrai médecin qui vous écoute et qui vous parle. Après tout, moi je me dis pourquoi pas
pourquoi pas? Et là, vous perdez pas la relation. Même chose sur les professions d'avocat, de notaire, etc. Franchement, il y a des tas de transactions, il y a des tas de tâches automatiques. Franchement, prendre 3000 pour un divorce de base, etc. Comme c'était, enfin, je veux dire, voilà, ou un acte de vente, etc. Voilà. Alors qu'on aura besoin, encore une fois, d'une expertise de gens qui vous connaissent, qui savent qui vous êtes, à quoi vous aspirez. Même chose sur les placements financiers. Demain, l'assurance, évidemment, la logique de l'assurance, demain, elle n'existe plus. C'est-à-dire cette idée de mutualisation d'un risque, par définition, comme on saura tout de vous, de vos problèmes génétiques, de vos habitudes mauvaises, certainement, il n'y aura plus d'idée de mutualisation, mais on vous connaîtra intimement. Et moi, j'insiste beaucoup sur le fait que cette société, si elle ne débouche pas au final sur une société beaucoup plus humaine, je pense que c'est là où on aura vraiment beaucoup de problèmes. Et ça, il ne faut pas sous-estimer dans vos professions et dans vos métiers tout ce que vous pouvez apporter sur ce plan-là. Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Parce que ça, aucune intelligence artificielle saura le faire à votre place. Patrick Constant. Oui, ça marche. Ouais, Oui, ça marche. J'ai une vision qui est très très proche de la vôtre. Moi, je suis aussi quelqu'un de très optimiste et constructif sur ces sujets-là. Je pense qu'effectivement, ce qu'il va y avoir, je vous ai parlé des agents intelligents. Ces agents intelligents sont justement. Il ne faut jamais qu'on s'éloigne trop, pardon. Ouais. Des préoccupations des Absolument. professionnels, des professions libérales. Hein, attention. Hein. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ma vision sur les agents intelligents pour les professionnels du libéral, que ce soit médecins, avocats, etc., c'est souvent qu'effectivement, vous avez beaucoup de choses à faire de très mécanique dans un premier temps avant de pouvoir arriver à la personne et parler à elle et être humain avec cette personne. Par exemple, faire des tests pour les médecins, c'est faire des tests sur les yeux ou quoi que ce soit. Tout ça peut être automatisé et même un dialogue avec la personne, là je parle d'agents de dialogue, des agents intelligents qui vont en fait poser des bonnes questions, qui vont obtenir des réponses, suivre le dialogue, etc., peut-être d'une façon un peu humaine quand même, mais ensuite passer la main. C'est ce qui existe déjà un peu dans les call centers quand vous avez un problème mécanique ou quoi que ce soit, mais ça va être la même chose pour l'ensemble des professions libérales, je pense. C'est-à-dire que pour un avocat, vous aurez une première consultation, monsieur à côté en est la preuve, une première consultation, poser quelques questions pour diriger la personne vers la bonne chose. Donc vous faites déjà un petit peu ça, je sais, vous allez répondre. Médecin, pareil. Poser les questions basiques, quel poids vous faites, etc. Comment vous allez, des choses assez simples. Et ensuite, fournir ces informations de façon automatique, de telle manière à ce que la personne, quand elle reçoit effectivement humainement la personne, elle a déjà toutes les infos et elle est capable d'agir. Donc on peut avoir cette image d'agents intelligents qui vont vous remplacer, je pense que ce ne sera jamais le cas. Par contre, on peut avoir l'image de ces assistants intelligents qui vont vous aider et qui vont être présents. Et je pense que ça, c'est dans les années qui viennent. Maître David, vous vouliez prendre la parole? Oui, pour compléter, notamment sur l'avocat, je ne pense pas que ce soit tellement l'avocat qui va être remplacé, mais peut-être le stagiaire avocat sur des tâches très très simples qui sont effectivement de la documentation, du rangement des data rooms en corporate et autres. Nous, sur Call Lawyer, pour que vous compreniez bien, quand on permet à un justiciable d'avoir 20 minutes un avocat pendant 20 €, l'algorithme a permis avant de faire un travail de sélection par des mots-clés qui fait qu'effectivement, le justiciable va très vite aller à son problème. Mais les 20 minutes qui sont prestées par l'avocat au téléphone sont considérablement uniques et sur mesure. Et on est dans notre rôle d'avocat à valeur ajoutée. On n'est pas dans quelque chose d'automatisé, là, c'est l'inverse. On fait du sur-mesure et on est dans notre rôle de profession libérale, c'est-à-dire d'écouter le justiciable et d'apporter une réponse unique à son besoin. Maintenant, évidemment, qu'on passe par des outils simplificateurs et modernes pour aller plus vite dans le déchiffrage du problème, mais il faut pas oublier cette valeur ajoutée de l'avocat derrière pour répondre à la question. Monsieur Garrigou. Oui, j'aimerais bien vous poser une question là-dessus. Parce que comment devient-on avocat senior sans avoir été avocat stagiaire et voilà, je pense qu'on a aussi dans nos métiers une maturation, une évolution qui font que si on a des assistants intelligents, on peut se demander comment on devient un avocat qui sait utiliser. Et donc, on a dans nos profession, je crois aussi une maturation qui est un peu remise en cause par les profils que vous donnez. Donc, je crois que c'est un aspect qu'il faut intégrer. Voilà, il faut peut-être pas voir ça qu'à l'aune des gens qui sont déjà au bout de leur expertise et au bout de leur. Mais il y a aussi tout un cheminement qu'il faut intégrer. Monsieur Araou. Il y a un mot qui n'a pas été encore évoqué, que je pense qu'il faut très vite le mettre sur la table, c'est le mot de l'éthique. Vous avez plein de questions là-dessus. Oui, et qui guide nos règles de déontologie.
Alors, il y a beaucoup de choses que peut faire un robot, que peut faire une machine, tout ce qui est même qui relève du cerveau et de l'intelligence. On peut dématérialiser beaucoup de choses, mais on sait bien que la caractéristique d'Internet et de la technologie d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Or, il y a bien des sujets sur lesquels il faut qu'il y ait une limite. Et cette limite, elle relève du jugement humain et donc de la conscience. Et c'est là où notre place est, je dirais, irremplaçable. Donc dématérialiser des choses, des prestations, et une analyse, un diagnostic, etc., pourquoi pas? Mais le rôle humain est irremplaçable. Et nos règles déontologiques, me semble-t-il, sont plus d'actualité que jamais. L'appartenance à un ordre, la différence entre un membre de l'ordre ou un robot ou un non-membre de l'ordre, eh bien, ce sera sur le respect de règles déontologiques. Et moi, il me semble que ce qui est en train de se passer avec l'évolution de la technologie doit, en tout cas je l'espère, devra renforcer la place de la déontologie dans notre société et auprès de l'économie. Oui, alors, M. Strobel, mais justement, précisément, toute cette éthique dont vous parlez, cette réglementation ou cette régulation, elle risque pas d'être balayée précisément parce qu'elle est toujours en retard sur ce qui se fait sur le front numérique. J'ai une considération assez générale qui fait écho aux préoccupations d'éthique, aux préoccupations de réglementation également. On parle beaucoup d'agents intelligents comme on les a comparés à des stagiaires. Le stagiaire, il fait ce qu'on lui dit. L'agent intelligent, on a un peu l'impression qu'il va faire ça. J'ai quand même l'intuition qu'il y aura une forme de codépendance et donc que l'agent intelligent va aussi orienter la manière de travailler des humains avec qui il interagit. Ça a des conséquences en termes d'éthique, ça a des conséquences en termes salariales, ça a des conséquences sur la manière de faire une prestation. On le voit, on n'est pas encore dans de l'intelligence artificielle. Uber a quand même impose énormément de choses aux gens qui travaillent pour lui. Parce que voilà, c'est la plateforme qui impose des choses. Demain, les agents intelligents, ils vont quand même beaucoup orienter la manière de travailler. Derrière tout ça se pose une question, alors vu de l'état que je mettrais en termes de souveraineté, mais qui n'est pas limité à ça. Qui va concevoir ces agents intelligents de demain ? Fondamentalement, d'un point de vue technique, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui n'est pas totalement nouveau. Les fondements théoriques, les algorithmes qu'il y a derrière, c'est des choses qui existent depuis 10 ans, 20 ans. Ce qui change aujourd'hui, qui permet de faire marcher ces algorithmes, c'est l'existence de grands jeux de données et la capacité à les traiter. Et l'agent intelligent de demain, il sera d'autant plus intelligent qu'il aura été entraîné sur des grands jeux de données. Et qui possède les grands jeux de données aujourd'hui ? Ils ont tendance à se concentrer entre les mains de quelques acteurs. Donc il y a une question derrière tout ça, que ce soit l'impact sur notre éthique, l'impact sur nos réglementations, l'impact sur notre manière de travailler, un risque fondamental de voir le pouvoir sur toutes ces dominants, toutes ces questions-là se concentrer entre les mains d'un petit nombre d'acteurs, ceux qui collecteront les données, ceux à qui on confiera les données, qui les centraliseront et qui auront une force de frappe bien plus importante que les autres pour développer les solutions de demain et orienter notre manière de travailler par ce biais-là. Emmanuel, avant de te donner la parole, je voudrais que M. Raoult réponde à la première question. Là. La réglementation européenne sur la sécurité informatique qui entre en vigueur en mai 2018 va-t-elle trop loin pour les TPE-PME? Le bénéfice vaudra-t-il le sacrifice ou faut-il l'assouplir? Alors, je comprends la question dans la mesure où dès que l'on parle d'une réglementation, c'est une contrainte. Et les petites entreprises voient du temps, donc un coût, une charge, sans en mesurer le bénéfice. Je pense qu'il faut quand même relativiser. Là, on parle de la protection des données personnelles. Et qu'il y ait une volonté de mettre une sécurité sur ce sujet ne me paraît pas exagéré. Ensuite, dans la mise en œuvre et voir comment ça se reporte sur les entreprises, je pense que si on est intelligent, on va savoir faire travailler les robots et l'informatique. Mais je comprends que le législateur s'intéresse au sujet, je comprends que les pouvoirs publics aient une volonté d'amener de la sécurité sur ce qui se passe sur Internet. J'ai écrit il y a un an ou un peu plus un livre sur l'économie numérique pour les experts comptables où je disais que l'Internet aujourd'hui, c'est un peu le Far West. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. On est dans ce laps de temps où il y a une telle évolution de l'activité de l'économie que la réglementation n'est pas encore arrivée. Et le législateur et les pouvoirs publics doivent combler ce retard. Donc, on a besoin de cette sécurité. Aujourd'hui, nous le savons, Internet est un lieu d'insécurité. La cybersécurité est un sujet d'actualité pour tous,
qui que nous soyons, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc il y a un besoin d'amener de la sécurité. Par quel bout le prendre? Eh bien, ça va amener quelques contraintes, oui, mais je pense qu'il en va de l'intérêt général, et je trouve logique et normal que les pouvoirs publics s'y intéressent. Emmanuel. Mais à l'échelle de l'histoire, c'est vrai qu'on a toujours vu les réglementations, les normes, la fiscalité s'adapter avec retard. Simplement, c'est vrai que le temps de l'invention et le temps de l'innovation, c'est pas le temps de la réglementation et du code des impôts. Donc moi, ma conviction, c'est qu'il y a effectivement aujourd'hui des modèles économiques qui ne prospèrent que sur ces failles réglementaires et fiscales. Uber, par exemple. Quand vous allez mettre aux normes Uber, et regardez déjà la vertu qu'a Uber, c'est la vertu d'aiguillon de la concurrence. C'est-à-dire que si vous prenez aujourd'hui les prestations d'un taxi G7 ou d'un taxi bleu, elles sont bien meilleures que ce qu'elles étaient il y a 5 ans. Et finalement, aujourd'hui, vous avez des applications Uber, vous avez des applications, taxi bleu ou G7, et ça ne vous coûte pas beaucoup plus cher que finalement un Uber. Et donc vous voyez que Uber s'éteindra, de facto, ce modèle économique s'éteindra avec les nouvelles réglementations. Ce qui n'est pas le cas forcément d'un modèle comme Amazon, où là, il y a vraiment quelque chose. Après, moi, j'ai envie de dire, n'oubliez pas qu'encore une fois, cet avenir, il dépendra de ce qu'on en fera. Notre pire ennemi, c'est nous. Et notre pire ennemi, c'est même pas nous, c'est notre paresse. Relisez par exemple ce qu'on fait rarement, La planète des singes, la nouvelle de Pierre Boulle. Parce que tout le monde voit les films La planète des singes, où en fait on vous explique jamais comment les singes ils sont arrivés au pouvoir. Les singes ils sont arrivés au pouvoir tout simplement parce que l'homme a finalement démissionné petit à petit. Il leur a confié les tâches les plus basiques, etc. Et puis petit à petit, les singes, ils ont pris le pouvoir. Prenez plus récemment ce film Wall-E de Pixar, où vous voyez finalement des hommes dans des espèces de machines qui font plus rien, qui bougent plus, qui décide de plus rien, etc. Mais ça c'est de nous que ça dépend. Donc cette espèce de paresse, j'ai envie de dire, en tout genre, cette fainéantise en tout genre, c'est ça qui nous menace aujourd'hui, plus qu'encore une fois cette technologie qu'il ne tient qu'à nous sur lesquelles il ne tient qu'à nous de conserver la main. Je voudrais revenir vers vous, Serge Garrigou. On n'a pas prononcé une fois le mot là depuis qu'on est dans le débat. Parce que ça concerne beaucoup de gens et c'est une des grandes inquiétudes. Et l'emploi dans tout ça. Quelle est les menaces qui peuvent peser sur l'emploi? Ou est-ce que c'est créateur ou au contraire destructeur d'emploi? C'est ce que tout le monde se pose comme question. Alors, dans les professions libérales, y compris, hein, bien sûr. Oui, notamment, oui. Enfin, je vais essayer de répondre pour elle. Je crois qu'on a déjà un peu abordé, effectivement, avec l'avènement assez futuriste, mais visiblement le futur c'est demain. Hein, parce que là, on sait qu'il n'y a plus d'avocats stagiaires déjà. Là. Voilà, il n'y a déjà plus d'avocats stagiaires. On a des assistants intelligents, on a des robots, on a des... plus fondamentalement, je crois que... Et peut-être de façon un peu moins futuriste, je crois que dès à présent, nos structures d'exercice de profession libérale sont effectivement interrogées par rapport à l'emploi, parce que un certain nombre de tâches, effectivement, est peut-être dans le collimateur d'une externalisation ou d'une robotisation, et que certaines structures se sont développées, parce qu'on considère les professions libérales souvent comme des travailleurs indépendants avec 1-2 salariés, mais il y a des structures, les experts comptables notamment, mais d'autres, des sociétés d'avocats, des sociétés d'architectes, de géomètres dans le cadre de vie, il y a beaucoup, qui ont développé de l'emploi, qui ont des structures de taille importante et qui là peuvent effectivement, par rapport aux évolutions annoncées, peuvent se poser la question, est-ce que demain l'expert comptable qui a, et vous répondrez mieux que moi, qui a développé sa structure dans les décennies passées sur du traitement de saisie de comptabilité, est-ce que ça lui pose une question immédiate de maintien de l'emploi et certaines professions parlent de recentrage vers l'expertise simplement, et effectivement. Donc je crois qu'on a, à l'inverse, je crois que les professions libérales ne se reconnaissent pas trop dans le concept nouveau de travailleurs indépendants liés aux plateformes. Ça, on n'en est pas là. C'est-à-dire que ce concept-là ne les menace pas, si ce n'est par une certaine éventuelle concurrence
déloyale ou illégitime, ou, voilà, avec ces menaces-là. Donc sur l'exercice, je ne sais pas, il semble que voilà, plutôt les traitements de masse, de la donnée de masse qui pourraient venir reconsidérer la taille de certaines structures. Patrick Constant. Oui, quelques mots de point de vue purement logique. Ce qui va être le plus dur à remplacer, c'est la relation humaine, elle ne sera jamais remplacée. Okay, et il se trouve justement que les professions libérales sont les professions, je pense, avec les entrepreneurs, qui sont aussi un peu des professions libérales, sont les plus proches d'une relation humaine et les plus implémentées dans la relation humaine et dans les relations locales aussi. La relation locale au sens géographique du terme. Donc je pense que malgré le fait qu'il y aura des assistants qui viendront vous aider, vous êtes peut-être les moins exposés à ces dangers-là de l'intelligence artificielle, parce que justement, vous n'êtes pas sur les grandes masses, vous êtes sur les petits nombres, les petits chiffres et les petits éléments. Donc, je pense que c'est... Moi, je veux rassurer les professions libérales. Je pense que c'est eux Donc, qui vous ont... répondez à la dernière question, la paupérisation du service et de la sécurité du consommateur avec le tout numérique, fin du rapport humain et toujours plus d'individualisme. Non, pas du tout. Absolument pas du tout. Au contraire, beaucoup plus de rapports humains. Quand vous êtes médecin, je vous donne un exemple simple que moi je vois. Quand vous êtes médecin et que vous recevez des clients, il y a toute une partie de choses qui sont remplir des choses, remplir des papiers, poser des questions très simples, faire peser la personne, etc. Toutes ces choses-là, c'est pas de la relation humaine. Exactement ce que vous disiez, Emmanuel, exactement. C'est pas de la relation humaine. Donc, remplacer toutes ces choses-là, automatisez-là, parce que il faudra le faire de toute façon, mais après, tout ce qui vous restera, et ce qui vous restera, c'est la relation humaine, et c'est ça le plus riche, et c'est ça le plus important. Voilà, donc je pense que l'intelligence artificielle va vous aider à vous enrichir. Oui, Emmanuel. Non, sur l'emploi, c'est vrai qu'on dit, comme on a dit tout à l'heure, on est dans une phase d'invention, donc on ne sait pas trop ce qui sortira de ce foisonnement. Je vous donne juste 2 chiffres. Ok, vous avez les études qui vous disent que grosso modo, entre 10 et 60% des emplois seront détruits par les robots. Mais ce qu'on vous dit moins souvent, c'est qu'il y a les 2/3 des emplois qui seront exercés par les collégiens d'aujourd'hui qui n'existent pas encore et dont on ne peut pas savoir ce que ce sera. Alors, puisque j'aime bien vous donner des conseils de lecture, il y a un petit bouquin formidable que je vous recommande, ça s'appelle « Les 100 métiers de demain ». C'est écrit par une dame qui s'appelle Anne-Caroline Pocot. Et alors, je vous en cite 4 ou 5, par exemple, dans ces métiers de demain. Il y a le funébriste, par exemple. Le funébriste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sera chargé d'enterrer votre vie numérique. C'est-à-dire que quand vous mourrez, il faut bien clôturer vos comptes Facebook, Twitter, etc. Et oui, ce sera peut-être un métier demain de profession libérale. Vous avez, par exemple, le nomophobe. Qui traitera la nomophobie. La nomophobie, c'est quoi? C'est l'angoisse d'être séparé de son téléphone portable, de son smartphone. Donc ça, il faudra des praticiens pour ça, il faudra des thérapeutes pour traiter ça. Le bouchétarien, par exemple, c'est le boucher qui vous vendra des protéines, mais qui ne sont pas des protéines d'origine animale. Vous avez l'implanticien. L'implanticien, c'est le thérapeute technicien qui sera spécialiste des implants technologiques humains. Donc vous voyez, il y a plein de métiers nouveaux qu'on ne connaît pas encore, mais qui seront sans doute très créateurs d'emplois demain pour vos filières. Alors, il y a une question qui est intéressante là, puisque en fait, on s'aperçoit qu'il y a de l'optimisme dans les questions. Nous ne sommes pas une population vieillissante et en perte de vitesse. Nous créons aussi des synergies, nos plateformes, mais souvent avec des semelles de plomb du fait, alors ça nous ramène au débat de ce matin, du fait de nos réglementations. Alors ça, c'est peut-être pour vous, Monsieur Strubel. Je sens que arrêtez d'emmerder les Français, ça s'adresse directement. Disait Pompidou. Et ça n'a rien à voir avec le numérique. Alors, moi, je ne parlerai non, mais que... on dit quand même Oui. que la France a un retard en termes de digitalisation qui est important par rapport à d'autres nations occidentales. Alors, je ne l'expliquerai pas que par la réglementation. D'ailleurs, dans le domaine du numérique, de facto, la réglementation elle est largement européenne, beaucoup plus que française. Et donc dire, l'Estonie est l'un des pays les plus numérisés d'Europe et du monde, et pour autant, ils ont quasiment la même réglementation que nous sur beaucoup de facteurs. Donc je pense que ce n'est pas que la réglementation qui gêne. Je pense qu'il faut aussi voir les bénéfices de la réglementation. On l'a dit, il y a quand même un certain nombre de dérives qui sont probables. Le numérique, la société numérique de demain sera ce qu'on en fera, et la réglementation est quand même un outil primordial pour faire ses choix fondamentaux, et on a exactement ça dans la protection des données personnelles. On a également une logique de protection des acteurs économiques par la réglementation. Là, je mettrai aussi sur ce même plan la protection des données personnelles, eu égard à ce que je disais sur la captation des données et la logique un peu prédatrice de captation des données de certains acteurs.
clarifier les choses en termes de protection des données, c'est aussi protéger les acteurs économiques de proximité. Je donnerai un autre exemple de réglementation que l'ANSSI a contribué à élaborer, c'est la loi de programmation militaire qui impose des mesures de sécurité à ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. Donc c'est l'extrême inverse du spectre par rapport aux professions libérales, c'est les gros qui gèrent des infrastructures sans lesquelles la nation ne fonctionne pas. On leur a imposé des mesures de sécurité. On a pris le temps de le faire, on a discuté avec eux, et ce qui est ressorti des discussions autour de ces mesures de sécurité, c'est que beaucoup de ces acteurs, loin de dire encore de la réglementation, vous allez nous mettre des bâtons dans les roues, ça va nous gêner, c'était enfin quelqu'un qui nous dit clairement ce qu'il faut faire. Alors c'est peut-être une spécificité du numérique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on régule en se faisant bien accueillir avec des nouvelles réglementations, mais on a eu ce retour-là de gens qui, ne savaient pas quoi faire, ils avaient compris qu'il y avait un problème, ils n'avaient pas de recettes de cuisine pour y répondre, la réglementation apportait des recettes, en quelque sorte. Elle apportait une sécurité juridique aussi, parce qu'elle définissait les limites de ce qui est de la responsabilité de l'employeur de l'entreprise et ce qui n'est pas de sa responsabilité. Donc il y a quand même un effet bénéfique et structurant de la réglementation. Après, face au développement numérique, il y a évidemment des choses qui sont parfois contraignantes. Il y a une logique qu'on commence à mettre en place, qui est apparue avec la loi République numérique de l'an dernier, qui est celle de l'expérimentation. C'est assez naturel dans le domaine du numérique, on a envie d'expérimenter avant de faire des choses. La réglementation, on ne l'élabore pas forcément aussi vite que la technologie, donc il y a des dispositions pour assouplir certaines contraintes réglementaires dans des cadres d'expérimentation et qui sont la bonne manière de procéder pour avancer sans pour autant tout lâcher, parce que si c'est ça l'alternative, elle n'est pas très bonne non plus. Philippe Araou. Oui, les réglementations ont bon dos et je pense qu'on a vite fait de les accuser. Elles ont leur raison d'être et je pense qu'il faut savoir faire le tri et avoir du discernement pour savoir ce qui est bon dans la réglementation, ce qui n'est pas bon. Mais là, moi, j'ai envie de m'adresser à ceux qui représentent les professions dans leurs instances, qui ont, j'ai envie de dire, la responsabilité de cette réglementation. Une réglementation, elle est aussi faite pour évoluer. Je peux vous donner l'exemple que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, avec mon ami Joseph Zorniotti, qui est votre vice-président. Nous sommes allés voir ensemble le ministre de l'économie. Nous avions de la chance d'avoir affaire à Emmanuel Macron. Et nous lui avons dit, monsieur le ministre, ça et ça ne va pas dans notre réglementation. Ça ne nous permet pas d'être en phase avec les besoins du marché, avec les attentes des entreprises. Eh bien, ça a changé. Et la réglementation a évolué. Donc, il ne faut pas supprimer la réglementation. Il faut savoir quelle est la bonne dose à mettre. Et là, c'est chaque profession qui doit faire cet exercice. Nous avons la chance, vous avez la chance d'avoir affaire à une équipe aujourd'hui à la tête de l'État qui est prêt à faire bouger les choses et qui a cette volonté de réformer. Donc je pense qu'il faut y aller. Maître Davy ? Faut pas oublier que sur le juridique, 85% des justiciables vont chercher la solution ou l'avocat sur Internet. Alors ça veut dire quoi ? Que si on n'est pas la solution sur Internet ou l'avocat, d'autres le font à notre place, notamment des plateformes du privé. Donc évidemment qu'il faut être nous-mêmes, les professions libérales, sur Internet, que ce soit dans des plateformes, et si ces plateformes ne nous conviennent pas, il faut en créer. Et cette création de plateforme, elle vient directement de ce fameux article 111 du décret Macron de 2016, qui nous permet maintenant, nous, avocats, à côté de la gestion de nos cabinets, d'être créateurs de sociétés commerciales dites connexes et accessoires à nos activités. C'est cette déréglementation ou cette ouverture de réglementation, elle permet à une profession comme la nôtre de pouvoir créer notre propre entreprise numérique du droit. C'est quand même considérable. Monsieur Garrigou. Oui, vous touchez là du doigt, je crois, quelque chose qui ressort très bien de notre enquête auprès des professions libérales, c'est-à-dire c'est au travers de ces notions de plateforme, à la fois un certain enthousiasme pour un partage de la donnée, parce qu'il y avait des réponses assez contradictoires sur la notion de la valorisation de la donnée, parce que on est dans un monde de profession libérale où la donnée tient quand même au secret professionnel avec un historique quand même et puis des choses très très profondément ancrées dans nos exercices. Et c'est vrai que cette problématique du traitement de la donnée dans le monde du numérique pose une très grosse question aux professions libérales. Et à la fois on trouve un engouement, un certain engouement pour la valorisation de la donnée, mais au sens de la mutualisation, qu'est-ce que je peux faire avec mes données qui apporte du mieux à la profession, qui apporte un rendu, je pense par exemple à la
collection ou la collecte de toutes les données médicales. L'assurance maladie se pose le problème de savoir que faire de cette masse de données de façon à ce qu'elle soit valorisée. Donc la notion de valorisation de la donnée interroge les professionnels libéraux et on a pu mesurer qu'ils ont une certaine envie par rapport à ça. Par contre, cette envie s'arrête dès lors qu'on parle effectivement, et je vous abordais, un élément de réponse, une réponse possible à la commercialisation de la donnée, et ça c'est l'image du grand méchant, c'est-à-dire la valorisation par la commercialisation de la donnée des professions libérales, c'est ça qui pose la limite de l'utilisation et de la mutualisation de ces données. Donc je pense que ce que vous dites, c'est la prise en charge par une profession de cette valorisation, et c'est un des axes de la réflexion de notre commission, avec en ligne rouge, effectivement, le fait que la valorisation, d'une part, soit pas commerciale et surtout qu'elle n'échappe pas éventuellement à la profession. Donc on est vraiment dans les sensibilités qu'on a pu mesurer dans nos professions. Gardez le micro, il y a une question pour vous. Là. La réglementation de nos professions, pas de com, pas de pub, comment se mettre en concurrence ? Alors, je crois pas de com, pas de pub, c'est-à-dire c'est plus tout à fait vrai d'ailleurs. Dans toutes les professions, les ordres ont évolué sur ces histoires de communication et de publicité. Enfin, bon, alors je suis pas exhaustif, mais certaines ont évolué, mais en fixant des règles. Je vais parler de la mienne, comme ça je vais pas me tromper. C'est plus sûr. Mais on a été saisi, le Conseil supérieur de l'ordre a été saisi d'une démarche de professionnels ayant adhéré à une plateforme proxy, géomètre expert, quelque chose comme ça, et voilà, qui s'est mis en place. On ne sait pas d'où, on ne sait pas. Voilà. Et un certain nombre de nos professionnels a répondu pour voir ce que c'était que cette plateforme et pour voir si ça pouvait leur amener une augmentation de leur chiffre d'affaires, une portabilité et une visualisation de leur exercice. Et donc là, effectivement, la réglementation est venue dire, la réglementation ordinale, c'est-à-dire le traitement de la règle par les pairs, est venu dire non, vous ne pouvez pas, parce que les règles de la plateforme ne sont pas loyales, c'est-à-dire que cette plateforme propose de retenir un professionnel par département et de dire que c'est le seul interlocuteur. Enfin voilà, il y a une sorte de grille posée dans la plateforme qui n'a rien à voir avec les règles déontologiques et qui là va pouvoir être saisie par le Conseil de l'ordre pour dire non, c'est pas loyal. Ensuite, la visualisation, je crois que si on n'envisage pas nos professions avec un certain portage numérique, une visualisation numérique, pour le coup, là, on se met des boulets aux pieds. Je crois que les professions réglementées, me semble-t-il, alors j'ai entendu des contestations, visiblement, certaines professions ne peuvent pas, certaines peuvent. Donc, on va laisser Monsieur Maître Davy et Monsieur Araous répondre à cette question aussi. Alors oui, bien sûr que chez les avocats, on peut communiquer, on peut faire de la publicité dès lors que c'est conforme à nos règles essentielles et qu'elles sont validées, mais surtout, il faut raisonner différemment. Communiquer aussi pour un avocat aujourd'hui, c'est avoir un compte Twitter, un compte Facebook, un compte LinkedIn, avoir des followers, puisqu'elle est là, notre clientèle. Donc, et ça coûte rien, et c'est à nous de le faire. On est nos propres communicateurs, agences digitales de communication. Donc il faut déjà être présent sur les outils qui sont à disposition pour la communication virale. Et ensuite, on peut tout à fait communiquer et faire de la publicité, évidemment, pour se développer, oui. Monsieur Araous ? Pour les experts comptables, l'évolution, c'est déjà derrière. Nous étions tenus par toutes ces mêmes règles qui datent de 1945, d'interdiction de publicité, de communication, etc. Et puis, les choses ont évolué, le marché a évolué, la compétition est rentrée dans notre profession. Et donc, ce sujet est venu. Alors, il est venu par l'Europe. Je dois le dire parce qu'il n'y avait pas une véritable demande. Il y avait une partie de la profession, mais ça n'était pas une véritable demande de toute la profession. Et donc ça a été fait, et notre code de déontologie a été retoqué par le Conseil d'État à la demande donc de l'Europe, et donc on a dû modifier notre code de déontologie pour l'ouvrir. Bon, donc aujourd'hui nous sommes dans une ouverture totale de communication avec les limites que vous avez mentionnées, règles de déontologie, de respect des uns par rapport aux autres. Bon, ça n'a pas foncièrement bouleversé le paysage professionnel.
Ça a amélioré les chiffres d'affaires des agences de communication qui sont venues nous solliciter. Et donc, ça a minoré les résultats des cabinets, certainement. Mais je pense, bon, je le dis avec un peu de malice, mais je pense que c'est une évolution inexorable. Et c'est dans l'air du temps. Donc, et avec cette évolution de l'économie de l'Internet, je ne vois pas comment on va pouvoir garder très longtemps ces interdictions-là, me semble-t-il. Monsieur Constant, vous pouvez nous donner les évolutions de ce que sera Qwant Alors Qwant, c'est un moteur qui respecte la vie privée. Donc l'évolution de ce moteur, c'est de ne pas faire comme Google, qui justement collecte toutes les données de toutes les personnes et fait de l'argent avec, tout simplement. Et notamment, ce que je disais tout à l'heure, les assistants intelligents qui vous assistent sur tous les sujets possibles et imaginables, ça c'est les grandes plateformes, c'est justement ce qu'il faut éviter. Donc il y a une question là ici qui est intéressante sur est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer toutes les valeurs humaines? Non. Allons-y, oui. C'est pas l'intelligence artificielle, il faut qu'il y ait énormément d'intelligence artificielle. En fait, une intelligence artificielle, c'est un programme assez peu autonome d'ailleurs, et il y en aura des centaines de milliers. Ce qui fait qu'on arrivera progressivement à un ensemble d'intelligence artificielle, et donc il faudra plutôt créer une économie de sociologie des intelligences artificielles, une sociologie de la relation entre les êtres humains et les intelligences artificielles. Et c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut voir les choses comme, en tout cas en Europe, nous, s'opposer à ces plateformes unitaires et rassemble. Google, c'est plus d'1 milliard de personnes et c'est le même assistant pour 1 milliard de personnes. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des dangers avec ça? Et l'assistant de toutes vos activités. Il y a peut-être un danger, mais c'est quand même la pente naturelle, je veux dire. Bien sûr, mais parce que c'est quoi? C'est la connexion et l'interconnexion. Pour moi, la solution, c'est d'avoir une attitude inverse. Et je vais vous la donner parce que c'est l'attitude du propriétaire terrien du 19e siècle. Moi, je pense que c'était une image qui est assez intéressante. Le propriétaire terrien du 19e siècle, il avait tout un tas d'assistants. Alors, ça s'appelait des servantes à l'époque. C'est plus le bon mot, on est d'accord. Maintenant, c'est assistante de vie, etc. Tout un tas de mots comme ça qui sont plus utilisés. Mais les fermiers, vous aviez les notaires, vous aviez les avocats, vous aviez le prêtre qui venait vous aider beaucoup aussi. Tout ça, c'est des assistants. Et il parlait avec ces gens-là. Il leur disait des choses, mais des choses différentes à sa fermière qu'à sa cuisinière, qu'à son prêtre, clairement. Mais tous ces gens-là l'assistaient. Donc, prenez cette image-là, gardez-la pour vous et utilisez-la. Ne prenez pas un seul assistant qui assiste 1 milliard de personnes, mais choisissez parmi ces milliers d'assistants, ces dizaines, ces centaines de milliers d'assistants, des assistants, et choisissez-en plusieurs. Travaillez avec une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'assistants. Voilà. N'achetez pas que sur Amazon, achetez le petit commerçant du coin, travailler avec d'autres sites web qui marchent très bien, des gens comme Promode, etc. Allez sur Leclerc, allez sur ce que vous voulez, mais prenez une dizaine de marchands différents et n'allez pas que sur Amazon. De temps en temps, faites-vous l'effort d'acheter quelque chose ailleurs que sur Amazon, ce sera très bien, et faites l'effort de travailler avec plein d'assistants. Voilà. Emmanuel. Non, juste pour vendre, entre guillemets, Qwant, pour bien comprendre Qwant, si Yves Tréhard ou Emmanuel Le Chypre font la même recherche sur Internet, ils obtiendront exactement la même réponse. Alors qu'avec Google, c'est pas du tout le cas. Hein. Ce sera très personnalisé. Moi, j'attends avec impatience le robot curé auprès duquel on pourra se confesser. Je ne sais pas ce que ça donnera. Non, moi, je voulais insister sur un point qui est qu'on a l'impression que on parle quand même de cette digitalisation, de cette révolution numérique quand même comme une menace. Là, on a l'impression d'un tsunami qui va nous déferler dessus et on se demande comment chacun va pouvoir sauver sa peau. Mais moi, je veux prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on est confronté à d'autres défis sociétaux, environnementaux, et il faut se dire que sans la digitalisation, sans le numérique, on ne sera pas capable de relever ces défis. Je prends juste quelque chose qui est près de nous, c'est le sauvetage de notre système de santé. Notre système de santé, aujourd'hui, c'est la même philosophie qu'après la guerre, c'est-à-dire, grosso modo, c'est un monde dans lequel on est surtout victime de maladies infectieuses qui frappent des personnes qui ont une situation familiale plutôt stable, une situation professionnelle plutôt stable elle aussi, dans un pays où vous avez beaucoup de jeunes qui peuvent financer les vieux jours de retraités qui meurent assez vite et dans lesquels on n'a jamais fait de prévention parce que ça ne servait à rien. Je vous rappelle que la France est le pire pays
de tous les grands pays occidentaux, en matière de prévention, c'est nous qui en faisons le moins. Le monde d'aujourd'hui qui se dessine, c'est quoi? C'est un monde dans lequel on a des maladies chroniques, 80% aujourd'hui des gens meurent de maladies chroniques, dans lequel nos situations professionnelles et personnelles sont totalement instables, et il va falloir gérer des gens dont la vie s'allonge considérablement. Le défi de la dépendance est absolument considérable, le défi du vieillissement en général est absolument considérable. Comment, sans la digitalisation et sans le numérique, on peut s'en sortir? Impossible aujourd'hui, impossible, ou alors à des coûts exorbitants. Alors justement, pour compléter le propos d'Emmanuel, je vous inviterai à lire 2 livres qui sont tout à fait intéressants et qui sont très optimistes justement et qui veulent en tous les cas montrer le visage optimiste de ce qu'est la société de demain. Cette société, c'est Nicolas Bouzou qui était parmi nous il y a 2 ans, qui a écrit un livre qui s'appelle, je crois, de mémoire, l'innovation sauvera le monde, quelque chose comme ça. Et puis le deuxième livre, c'est celui de Luc Ferry, justement, qui a écrit il y a 2 ou 3 ans un livre sur l'homme augmenté, et qui reprend tout à fait les propos d'Emmanuel, justement, sur le plan justement de la médecine et du vieillissement, et qui sont 2 essais qui sont très intéressants et qui mettent un peu de côté toutes les figures fantasmatiques et les plus pessimistes et les plus noires qui peuvent actuellement circuler sur le numérique. Alors, avant de finir, j'aimerais que justement chacun de nos participants à ce débat, eh bien, pendant 2 minutes, nous livre un message qui, je l'espère, sera un message d'espoir, une figure libre. Qui veut commencer? Vous, monsieur Garrigou, vous êtes le plus près de moi. En plus, vous avez commencé, alors vous allez commencer par conclure aussi. Écoutez, si vous voulez, moi, alors, message plutôt optimiste. Enfin, je veux dire, on a bien cerné les enjeux, les difficultés, et puis je crois que les professionnels libéraux seront aptes à rester dans le sens de l'histoire. Je pense que je ne me fais pas trop de soucis là-dessus, parce que l'histoire est tourmentée pour tout le monde. Elle l'est aussi pour les professionnels libéraux. Nous, notre difficulté, c'est effectivement de fragmenter un petit peu la problématique, d'essayer de sectoriser les problèmes. Et celui des professions libérales est quand même relativement spécifique parce que, construit sur des histoires, sur des valeurs, sur des données, sur des réflexes, notamment de secrets professionnels. La question que je me pose à l'avenir, c'est aussi l'évolution de la demande de nos clients, de nos patients par rapport à tout ça. Parce que il faut se mettre en perspective, mais le secret professionnel, est-ce que le client de demain habitué aux plateformes va avoir la même perception? Est-ce qu'il va être aussi précautionneux sur le fait de ne pas communiquer ses données de santé? Est-ce qu'on ne va pas se cacher derrière des réflexes déontologiques? Donc il y a toute une évolution aussi. Alors là, c'est peut-être des sociologues du futur qui pourraient nous répondre, mais je crois que la demande, toutes ces notions de numérique et de plateforme sont quand même construites à destination du consommateur, à destination du patient, et les habitudes là vont fondamentalement changer. Et quelles vont être les attentes? Nous, on est persuadés que les attentes, de toute façon, quelles qu'elles soient, on détient, je dirais, la réponse ultime, dans la mesure où les gens auront toujours besoin d'une confiance, auront toujours besoin de la même demande qu'ils donnent qu'ils portent aux professionnels libéraux. On a l'impression dans le vrai, j'espère qu'on est dans le vrai, au nom d'une certaine humanité que vous avez mise en relief dans votre introduction. Mais les évolutions de demain ne vont-elles pas changer, y compris cette demande-là? Merci à vous. Monsieur Araous. Sans S, pardon. Alors, ça a été dit tout à l'heure par notre ami économiste et pas journaliste, si j'ai bien compris. C'est une véritable révolution du type aussi forte que la découverte de l'imprimerie ou la révolution industrielle. Bon, nous sommes rentrés dans cette ère digitale, dans cette nouvelle société. Et ça y est, nous y sommes, c'est fait.
Simplement, nous sommes dans cette phase de transition avec le passage de modèles anciens à de nouveaux modèles. Et c'est un défi collectif auquel tous sommes confrontés. Pour des professions libérales comme les nôtres, attention, il y a l'enjeu du maintien du rôle de la profession libérale, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Je vais pas revenir là-dessus. Mais par contre, je pense que nous sommes des acteurs essentiels de cette nouvelle société numérique. Pourquoi ? Parce que ce rôle de sécurité dont je parlais tout à l'heure, l'application de règles déontologiques, le respect d'une éthique, sont des valeurs sur lesquelles les pouvoirs publics peuvent s'appuyer. Donc je pense que les pouvoirs publics, comme nous, s'interrogent sur les bonnes mesures à prendre, mais ils ont besoin de nous. Nous sommes des acteurs de l'intérêt général dans la construction de cette nouvelle société numérique. Et moi, je le rappelle chaque fois que je peux, et en ce moment j'en vois quelques-uns quand je croise un ministre, nous avons un statut de tiers de confiance. Ce statut de tiers de confiance, il faut le consacrer, il faut savoir le maintenir. Il faut l'adapter. C'est vrai que l'environnement change, et donc il y a un proverbe qui dit quand tout change autour de soi, il faut changer soi-même, il faut changer pour rester soi-même. Donc changeons avec cette évolution. Il faut se mettre dans ce courant, il faut surfer sur la vague, pour employer les termes à la mode. Donc nous devons utiliser la technologie et faire en sorte de conserver ce rôle de profession libérale qui est un rôle noble. Merci, maître Mathieu Davy. Oui, comme le dit Emmanuel, je pense qu'il y a un vrai rapport sociologique aux choses. Les premières plateformes qui ont été créées par des professionnels du numérique qui ont compris qu'il y avait une place à prendre et qui ont compris que les justiciables étaient sur Internet pour aller trouver une solution. Et nous, on a mis un peu de temps à y venir, et maintenant qu'on y est, on a compris qu'on y était légitime. La plupart des justiciables qui viennent, par exemple, chez nous, chez Cole Lawyer, nous disent « je n'aurais jamais été voir un avocat ». Soit parce que c'est un micro-litige, soit parce qu'ils ne connaissent pas l'avocat, soit parce qu'il y a des appréhensions. Et au final, en passant par notre service, ils repartent avec un avocat. Ce qui veut dire qu'on est sur des reconquêtes de marché, voire des conquêtes de nouveaux marchés. Vous savez qu'un Français sur deux n'a jamais fait appel à un avocat de sa vie. Et le chiffre augmente, plus vous diminuez l'âge du justiciable, ou plus il est éloigné dans les territoires. Donc le numérique est une solution évidente, c'est à nous d'y être présent. Et on parlait d'emploi tout à l'heure. Avant de parler d'emploi, il faut parler de clientèle. Comment reconquérir une clientèle? Et en reconquérant cette clientèle, on pourra embaucher des avocats dans nos cabinets, dans nos études, pour pouvoir recréer des cabinets puissants. Donc ça passe par là. Et ça passe par cette obligation, comme le disait Emmanuel, de ne pas être fainéant. Il faut, à côté de nos exercices libéraux, être aussi des entrepreneurs, de créer nos outils, et on pourra enfin se reconnecter à nos clients. Merci. Patrick Constant. Oui, alors la première chose que je voudrais présenter, c'est le fait que l'intelligence artificielle va être capable de mécaniser tout ce qui est mécanisable. Alors, il y a beaucoup de choses dans les êtres humains qui sont mécanisables, malheureusement. C'est des choses répétitives, des actions qu'on peut formaliser par des règles simples, des choses comme ça. On a mécanisé physiquement les choses à travers les robots de fabrication d'automobiles, etc. Maintenant, on va mécaniser les choses plus mentales, plus de réflexion, etc. Par contre, il restera toujours un facteur non mécanisable qui est le facteur humain. Donc, il y a ces deux aspects-là qui vont, vous allez voir, et ça va permettre aussi philosophiquement de mieux comprendre ce que c'est qu'un être humain. Il sera tout sauf ce qu'est l'intelligence artificielle, d'une certaine manière. Donc, ça va être important de voir ces choses-là. Et vous, en tant que profession libérale, ce sera d'autant plus important d'avoir cette réflexion, de savoir c'est quoi dans mon métier de profession libérale qui est humain et qu'est-ce qui est mécanique. Et là, vous aurez les solutions, vous aurez les réponses. Okay. Deuxième chose très importante, et j'en finirai là, les gens maintenant recherchent, on va dire, deux choses simples, et vous verrez qu'elles sont très proches de ce que je viens de dire, un accès instantané à l'information et un accès instantané au service. Cet accès instantané au service, vous l'avez souvent quand vous habitez dans le même village. Je reviens au 19e siècle, mais c'est quand même le cas. C'est encore le cas aujourd'hui. Il y a des professions de proximité. Le service, il peut être instantané. Vous appelez votre médecin, il vous répond. C'est instantané. Donc cet aspect instantané, il y a une partie que vous ne pourrez pas faire parce qu'il y a trop de boulot. En tant que médecin, vous recevez tout le temps à la chaîne, etc. Plein de monde. En tant qu'avocat, vous avez peut-être trop de boulot, etc. Donc cet accès instantané sera mécanisé. Mais ce n'est pas très grave parce que justement, c'est ce côté un peu mécanique. Mais vous savez que les gens veulent accéder au service de façon instantanée le plus vite possible. Voilà. Alors c'était l'accès aux données avec Google, cette grosse plateforme.
c'est l'accès instantané aux produits avec Amazon, vous le livrez en moins d'un jour maintenant, avec l'accès premium, tout ça, c'est super. Mais cet accès instantané, c'est maintenant l'accès instantané au service. Donc le service, c'est vous. Donc là aussi, il faut bien voir ce qui va se passer. Mais sachez une chose, cet accès instantané, c'est l'accès instantané à un service humain, parce que le service, les gens s'intéressent. Le service qu'ils veulent, c'est un service humain. Ils veulent, notamment les avocats, mais aussi les médecins, etc. Ils veulent quelque chose d'humain, ils veulent avoir une vraie relation, parce que c'est ça qui fait notre vie. C'est pas la mécanisation, c'est pas autre chose. Voilà, donc je voulais vous donner cet élément-là pour replacer les intelligences artificielles dans le débat aujourd'hui. Voilà. Merci. Monsieur Vincent Strubel. Oui, moi j'aimerais réagir à une des questions que j'ai vu défiler là. Si ça vous sert de conclusion, allez-y. Qui était quasiment un appel à l'aide, puisqu'il était question de sanctions en l'absence de solution. Oui. Voilà, on ne sait pas se sécuriser. Et j'ai moi-même été assez anxiogène au début, donc j'aimerais être rassurant pour conclure. Les solutions, elles existent de manière générale pour faire face à ces questions de sécurité numérique, et plus généralement à des tas d'autres questions qui se posent, le fait de voir ces données échapper, être captées par d'autres, et un risque d'intermédiation derrière. Il y a un tas de solutions qui existent. Elles ne sont pas forcément très compliquées, alors je me risquerais devant cette assemblée, c'est peut-être pas très raisonnable à une analogie médicale. La première réponse aux maladies, c'est pas les antibiotiques, c'est l'hygiène. Dans le domaine de la sécurité numérique, on a défini un concept similaire qui s'appelle l'hygiène informatique, qui est un certain nombre de bonnes pratiques que chacun peut respecter à son niveau et qui protègent contre la majorité des attaques. On a même écrit un guide là-dessus. Si vous le cherchez dans Quant, vous le trouverez. Donc les solutions existent. Quand elles n'existent pas, il y a également un rôle, et alors je ne vais pas faire de la flagornerie pour l'UNAPL, mais il y a un rôle pour des fédérations, syndicats, associations professionnelles qui portent les besoins de professionnels, et parce que voilà, très clairement, l'État ne sait pas parler à 2 millions de professionnels libéraux individuellement. Par contre, il sait parler à des gens qui sachent faire remonter les besoins en matière de sécurité numérique, en matière d'outils qui manquent. Et peut-être pour conclure par là, il y a aussi un sens descendant. Vous pouvez être vecteur en tant que, alors déjà au niveau associatif, syndical, de bonnes paroles, et chacun d'entre vous, professionnel libéral, vous pouvez avoir un rôle de prescripteur auprès de vos clients. Un médecin, il donne des conseils à ses clients, un avocat, il donne des conseils à ses clients. Soyez aussi prescripteur dans le domaine du numérique. Je prêche pour ma paroisse, essayer d'être prescripteur sur des réflexes de base en matière de sécurité numérique, mais pas que. Essayer d'être prescripteur sur le fait de ne pas confier ces données à n'importe qui. C'est aussi dans votre intérêt, parce que ça évite que vous soyez remplacé par des acteurs qui demain voudraient vous prendre votre boulot. C'est dans l'intérêt du citoyen, c'est dans l'intérêt de la collectivité également. Donc n'oubliez pas ce rôle-là, y compris dans le domaine numérique. Merci. Emmanuel de Chypre. Juste 2 mots pour conclure. Responsabilisation et optimisme. Responsabilisation parce qu'encore une fois, le fait que ce monde qui arrive soit un enfer ou un paradis dépendra exclusivement de nous, de notre capacité à inventer les nouvelles incitations, les nouvelles réglementations. Et ça, je pense que c'est un défi absolument considérable sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social. Je crois qu'il y avait une question, par exemple, sur la crainte de fracture numérique au sein de la population. C'est un enjeu absolument majeur. Et puis, optimisme, pourquoi ? Parce qu'on l'a dit suffisamment, hein, ce monde de demain, il va faire une place très importante à l'humain, c'est ça qui va être fondamental. Et quand je vois que vous êtes tous, finalement, à la quintessence de ce qu'est l'humanité, c'est-à-dire au cœur de tout ce qui fait notre humanité, à savoir notre santé, notre argent, notre famille et notre sécurité, je pense que vous avez quand même beaucoup plus d'opportunités à espérer que de craintes à redouter dans ce monde qui vient. Merci à tous les 6. Merci beaucoup pour votre expertise et votre talent. Alors nous allons regarder, avant que le président Chasson vienne prendre la parole, nous allons regarder une vidéo tous ensemble.
merci à tous. Vous êtes nombreux à avoir participé à cette 25e édition de notre congrès, puisque 1 millier d'entre vous a été enregistré à l'entrée. C'est donc largement une réussite. Et cette réussite, évidemment, on la doit avant tout à vous. Et donc, cet anniversaire des 40 ans aura été dignement fêté. Ceci étant dit, les choses ne sont pas terminées. 2 mots pour conclure. Merci à tous nos intervenants, les intervenants de la table ronde de ce matin, concernant la réglementation, de cet après-midi, la révolution numérique et toutes les conséquences que tout ceci a. Merci à Yves Tréhard qui anime avec le brio qu'on lui connaît nos tables rondes, avec beaucoup de professionnalisme. Et je crois qu'on peut lui exprimer notre amitié parce qu'on commence à avoir un peu l'habitude de travailler ensemble. Merci à nos 2 éditorialistes, le professeur Jean-François Delfrécy, président du comité national d'éthique, la voix de la sagesse, qui a dû partir parce que c'est la journée mondiale du sida aujourd'hui et qu'il a quelques occupations encore dans ce secteur-là. Merci à Emmanuel Le Chypre, qui est là-bas, qui il a beaucoup de qualités, mais il nous invente de nouveaux métiers, donc de nouveaux clients, de nouveaux adhérents pour l'UNAPL. Merci Emmanuel. Alors, merci à tous ceux qui ont œuvré pour que ce congrès soit une réussite. Et je mettrai une mention, mais alors toute spéciale, à la chef d'orchestre qui porte sur ses épaules, les petites épaules, ce congrès. Je veux parler de Sylvie Fonlupt. Le sondage qui vous a été présenté, tout le monde n'était pas là au début de la séance de cet après-midi, par Jean-Daniel Lévy, est sur notre site et directement accessible et nous vous invitons à le découvrir. Il est intéressant, vous verrez. Et donc je vous donne rendez-vous pour le 26e congrès de l'UNAPL qui aura lieu le 7 décembre, c'est toujours un vendredi, le 7 décembre donc 2018. Alors, la fête n'est pas finie. Je crois que nous avons une petite surprise maintenant qui, normalement, doit m'arriver par la gauche. Et donc, elle va arriver. Une fois que cette surprise sera là, je vous demanderai de nous suivre pour monter dans la nef et pour qu'on souffle ensemble les 40 bougies qui caractérisent le 40e anniversaire de notre UNAPL. Merci à tous. La surprise arrive. C'est là. Comment ?